Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me rends à Moulins pour rencontrer une personne un petit peu spéciale, car il est le président de la FFA. Moi c'est Benoît Marius, je suis président de la FFA depuis 2012 maintenant. À côté, je suis aussi président d'une association d'airsoft que j'ai fondée en 2005, ça remonte un petit peu aujourd'hui. Dans la vie, je suis chef de projet informatique. Et donc j'ai découvert l'airsoft avec des copains. Oui, ça remonte à 2005 à l'époque. C'était mon beau-frère qui est venu, il a fait une razzia dans une boutique avec des petits pistolets à billes. Il s'était dit allez, on va aller s'amuser avec ça, ça va être rigolo. Donc on s'était retrouvés des grands gamins, à l'époque j'avais 20 ans. Et on s'était retrouvés avec ça, aller jouer dans un coin, on était à 3-4, un truc comme ça. Et on s'est bien amusé, avec les petites billes 0,12, les répliques c'était 0,29 joules, enfin voilà. Mais voilà, sans beaucoup d'ambition. Et on avait bien aimé, donc, et après je commence à regarder un petit peu sur internet, voir, il y a peut-être des choses un petit peu mieux qui existent. Et là je tombe sur France Airsoft, et bon bah voilà quoi, après on s'est dit ah ça paraît sympa. À l'époque j'étais étudiant. J'ai mangé du saucisson et des chips tous les jours pendant longtemps pour mettre de côté et m'acheter ma première réplique. Et voilà, après on a accroché avec des AEG et on a décidé de passer à la vitesse supérieure et créer notre association. Est-ce que tu te souviens de ta première réplique et surtout de comment elle a fini ? Alors ouais, ma première réplique c'était un P90 Tokyo Marui, à l'époque la version TR, triple rail, donc qui n'avait pas le système de visée. J'avais acheté un petit Red Dot dans une boutique de modélisme et il y avait le silencieux dessus. Elle a été très bien, elle a fonctionné pendant des années, très fiable. Et puis, écoute, je l'ai revendue après plusieurs années. Donc, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Je sais pas si elle fonctionne toujours, mais voilà, moi, quand je l'ai eue pendant des années, elle a toujours bien fonctionné. Et je l'ai pas spécialement upgradé. Je crois que j'ai juste rajouté un canon de précision dedans. Et elle fonctionnait très bien. Voilà, c'est des vieilles marques, mais qui étaient très bien, très fiables à l'époque. Est-ce que tu te souviens de ta première partie d'airsoft ? Alors oui, je m'en souviens. Alors si on met de côté les petites parties avec les petits pistolets à billes, on va appeler ça comme ça, la première vraie partie qu'on a fait, c'était donc on venait de recevoir nos répliques. Donc à l'époque, on n'avait pas encore créé l'association, on était encore en team. Donc on venait de recevoir nos répliques. On était 5, on avait 3 répliques, les 2 autres c'était des springs qu'ils avaient. Et on a rencontré une équipe 60 km d'ici à peu près, qui eux étaient équipés. Alors, ils n'avaient pas pratiqué depuis quelques années, ils s'étaient reformés pour l'occasion. Et d'ailleurs je me souviens, ça montre un petit peu la mentalité qu'on avait, je me souviens d'une partie où l'équipe adverse justement ils étaient en haut d'une butte. Il y avait de la végétation au pied de la butte, mais il fallait arriver jusqu'à cette végétation. Et donc, on était là, pas encore dans la stratégie, mais plus, allez, on passe un bon moment, on s'amuse, on s'en fiche. Grosse charge en criant comme des dingues, en tirant en l'air. Un tir en l'air avec une réplique, ça sert pas à grand-chose, mais bon, on s'est éclaté. On s'est quasiment tous fait sortir. Mais voilà, on s'est éclaté. Et c'était mon frère à l'époque qui jouait avec un spring. Il n'avait pas encore les moyens pour s'acheter une réplique. D'ailleurs, il a tellement bien joué avec son spring qu'il a fini par se mettre au snipe derrière. Il se débrouillait pas trop mal. Donc on s'est tous fait sortir sauf lui en fonçant sur la réplique. Et il a réussi à éliminer presque toute l'équipe adverse un par un avec son spring. Les gars étaient un petit peu dégoûtés. C'est le sniper adverse qui a fini par le sortir à la fin. Mais on a bien rigolé, franchement, c'était sympathique. Et puis personnellement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a tout de suite pu... c'est ça le monde de l'airsoft, on a tout de suite pu rencontrer une autre association et puis derrière d'autres associations qui nous ont aidés un petit peu à démarrer dans des bonnes conditions. Parce que quand on débute, on ne sait pas trop où aller, comment faire les choses. Des fois on fait un petit peu n'importe quoi, pas parce qu'on est bête, pas parce qu'on veut mal faire, mais juste parce qu'on n'y a pas pensé. Et c'est bien justement d'être suivi, d'être encadré par des personnes qui peuvent nous dire mais oui, mais pourquoi tu fais ça, tu peux faire ça comme ça. Ah oui, j'y avais pas pensé, effectivement, c'est pas très compliqué, faut juste y penser, et voilà, c'est important justement d'avoir une communauté autour de soi quand on débute pour pouvoir faire les choses correctement. Ça a été quoi ton parcours pour arriver aujourd'hui président de la Fédération Française d'Airsoft ? Eh ben,
Donc tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais découvert un petit peu les répliques sur France Airsoft à l'époque. Et donc c'est quelque chose qui m'a intéressé. Enfin, le forum France Airsoft qui était le premier, on va dire, rassemblement de joueurs sur Internet à l'époque, très divers. Hein. Et donc à l'époque, j'étais beaucoup dessus, j'ai beaucoup fréquenté le forum. Et à une époque, il y a eu une menace qui pesait sur l'airsoft, tu en as peut-être entendu parler, c'était en 2009, où on commençait à entendre parler de la Fédération française de tir qui voulait récupérer les répliques d'airsoft, les faire intégrer par l'État dans la classification des armes pour pouvoir autoriser les mineurs à pratiquer avec des répliques au-delà de 0,08 joules. Alors on peut penser que c'est une bonne idée, parce que du coup ça pourrait donner un cadre aux mineurs pour pratiquer, sauf que à la FF Tir, on ne fait pas de partie d'airsoft, on ne se tire pas dessus, avec des armes, parce que là on parle d'armes, c'est du stand de tir. Et ça veut dire, si les répliques d'airsoft sont récupérées par la FF Tir, ça veut dire licence Fédération Française de Tir, qui est un petit peu plus chère que la licence FFA au passage, et juste pour tirer dans les stands, il n'y a plus de partie d'airsoft. Donc c'est un petit peu compliqué. À l'époque, on était pas mal d'airsofters à trouver que c'était pas une bonne idée, enfin pas vouloir que ça se produise. Et du coup, à l'époque, on a décidé sur France Airsoft, beaucoup d'airsofters ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on passe à l'action. Donc je faisais partie des personnes qui se sont rassemblées à l'époque sur France Airsoft pour s'organiser, pour pouvoir mettre en place un interlocuteur en face de la FF Tir pour leur expliquer, pour les rencontrer déjà, pour pouvoir dire voilà, je suis pas un tel, on est un collectif d'airsofters, on veut parler avec vous pour leur expliquer les choses. À l'époque, il y a eu d'autres collectifs qui se sont organisés également à côté, on s'est tous rassemblés, ça a créé la FFA. Et donc au tout début de la FFA, donc je fais partie des fondateurs, au tout début de la FFA, moi j'étais simple conseiller technique, c'était comme ça qu'on appelait à l'époque. Donc moi j'étais le webmaster, le premier webmaster de la FFA. Je travaillais aussi sur la communication à l'époque, j'étais pas tout seul. Et donc on a travaillé pas mal sur la question. Et plusieurs années plus tard, on va dire, la FFA a eu un petit peu, on va dire, un coup de mou avec les élus du conseil d'administration de l'époque. Et quand il a fallu relancer la machine, il n'y avait plus grand monde. Mais moi, j'étais toujours à bord. Et ils avaient besoin de 109. Et moi, j'ai dit, bon, allez, c'est le moment, je m'étais jamais vu président de la FFA, hein, mais je m'étais dit, bon, il y a plus grand monde. On a beaucoup bossé pour qu'il y ait la Fédé, il faut que ça continue, il n'y a personne, allez moi je suis un peu en avant et puis on va voir un petit peu, on va voir ce qu'on fait. J'ai rappelé les anciens copains qui avaient fait partie de l'aventure à une époque ou à une autre, d'autres contacts que j'avais au niveau associatif, niveau Airsoft, et puis petit à petit on a décidé de remettre une nouvelle équipe au niveau fédéral, donc ça c'était en 2012 pour redémarrer la FFA. Et en 2012, la FFA a vraiment redémarré complètement en fait. Quelles sont les fonctions du président de la FFA ? Alors c'est très vaste. Je dirais, la FFA, donc c'est une association, comme n'importe quelle fédération. À ce titre, alors si tu as des présidents d'associations d'airsoft qui nous regardent aujourd'hui, je pense qu'eux, ils auront déjà une bonne idée de ce que ça peut représenter. Un président dans une association, c'est un peu l'homme ou la femme à tout faire. C'est-à-dire, alors bon, déjà, il y a la responsabilité de la fédération, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est le président qu'on appelle, c'est lui qui doit rendre des comptes. Mais c'est pas que ça, et heureusement, c'est diriger les travaux. Donc déjà au niveau du conseil d'administration, au niveau de toute la fédération, c'est avoir des ambitions pour la fédération, impulser un petit peu toutes ces ambitions, les traduire pour pouvoir lancer en fait des dossiers et faire en sorte de faire avancer la fédération par rapport à tous ce qu'on veut en faire. Tu vois, le président, il fait pas la loi au sein de la Fédé comme dans n'importe quelle association. On a les assemblées générales pour ça, auxquelles tous les adhérents d'une association, tous les licenciés de la fédération sont invités à participer. C'est là que collectivement on décide de l'avenir de la Fédé ou de l'association. Et ensuite, une fois que tous ensemble on a décidé des grandes orientations, le président il va être chargé de traduire ça justement pour pouvoir faire ce qu'il faut concrètement, lancer des actions et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment ça le travail de président. Et après, bien entendu,
tout un tas de choses. La FFA, elle est au contact, elle est en lien avec ses clubs. Donc il faut s'assurer qu'à chaque fois qu'un club nous contacte, il trouve quelqu'un en face pour lui répondre, qu'il faut suivre un petit peu tous ses dossiers, il y a plein de choses. Il y a une partie technique aussi. La FFA, elle a un site web, elle a un intranet, elle a des systèmes informatiques aussi pour sa gestion interne. Il faut s'assurer que tout fonctionne correctement. Par exemple, alors on a des techniciens, hein, mais on est tous bénévoles. Donc si le technicien du jour au lendemain répond plus pour X ou Y raison et qu'il y a un problème, il faut faire quelque chose. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, le président, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va faire en sorte que tout fonctionne, s'assurer que tout fonctionne et que la FFA soit toujours là demain pour pouvoir répondre quand elle est sollicitée. C'est un petit peu l'idée. Alors on a parlé de la FFA, mais qu'est-ce que la FFA ? Alors c'est une vaste question et je dirais, en fait, là je m'adresse un petit peu à ceux qui nous regardent aujourd'hui, je dirais, pour vous, qu'est-ce que la FFA ? Qu'est-ce que vous attendriez de la FFA ? La FFA, c'est un collectif, un rassemblement d'airsofters qui ont décidé ensemble de se regrouper pour, déjà dans un premier temps, sauvegarder l'airsoft, parce qu'à l'époque on parlait vraiment de sauvegarder la pratique de l'airsoft, donc c'est le premier niveau je dirais, mais ensuite d'aller plus loin pour pouvoir développer l'airsoft. Et l'idée de la FFA, c'est d'offrir un cadre justement pour que toutes les personnes qui veulent avancer se disent « je ne vais pas avancer tout seul dans mon coin », il y a des airsofters répartis dans toute la France, on a un cadre, on se réunit tous ensemble pour avancer et emmener l'airsoft où on veut l'emmener. La FFA, c'est ça, c'est une structure qui a été faite pour offrir à toutes les personnes qui veulent faire avancer les choses un cadre pour pouvoir le faire collectivement en bonne intelligence. C'est ça la FFA. Et quelle est son importance ? La FFA s'est créée, justement, je te parlais de la sauvegarde de l'airsoft. Régulièrement, on voit des menaces passer qui pèsent sur l'airsoft. Et la FFA reste primordiale aujourd'hui pour être en contact avec les autorités, pouvoir dialoguer avec eux, avec elles, les rassurer, travailler avec elles sur certains dossiers, faire en sorte justement que l'airsoft subsiste demain. Si demain il n'y avait plus d'entités comme la FFA pour pouvoir échanger avec les autorités, en fonction des courants politiques, des majorités, des idées de nos élus, on ne sait pas à quelle sauce on pourrait être mangé. Et la FFA, elle est là, et elle est primordiale aujourd'hui pour pouvoir toujours répondre présent à ce qui se passe et monter au front justement pour défendre la pratique. Alors tu nous dis qu'il y a beaucoup de bénévoles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur le plan humain ? Aujourd'hui, la FFA, on a une employée, Laetitia, qui est notre assistante. Donc, si vous nous contactez, en général, c'est elle qui va vous répondre directement. C'est important qu'on ait une employée, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à peu près tous les jours. Alors bien entendu, elle a le droit de prendre des congés de temps en temps, mais il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse répondre en fonction du besoin, parce qu'à côté d'elle, on est tous bénévoles. Et ce qui veut dire qu'on a tous une vie professionnelle, une vie de famille. Quand on est au travail, on ne peut pas forcément être joignable en fonction de ce qui se passe au niveau de l'airsoft. Et donc la FFA repose sur le bénévolat. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le staff, mais qu'on a besoin aussi d'aller plus loin, justement, et de ne pas se contenter de... Enfin, il ne faut pas que les airsofters voient la FFA en quelque sorte comme, je dirais, un bureau qui est ouvert pour faire les choses pour eux, quoi. On est plus là pour leur offrir un cadre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec des bénévoles qui sont derrière, donc qui ont une certaine capacité, qui ont un certain temps à consacrer à la FFA, et il faut que ça puisse rouler avec ces conditions-là, si tu veux. Donc effectivement, à part Laetitia, on est tous bénévoles et tous impliqués dans ce qui se passe. Que se passerait-il si la FFA n'existait pas ? Je me pose souvent la question. Non, honnêtement, je me pose souvent la question. Je sais, pour être là depuis le début de la FFA, je sais qu'à plusieurs reprises, le législateur était bien parti pour classifier nos répliques et avec dans l'optique d'interdire de pouvoir les utiliser pour faire des parties d'airsoft. Alors en général, ce qui se passe, c'est faut pas voir le législateur comme un grand méchant qui veut nous empêcher de faire de l'airsoft. Souvent, ce qui se passe, c'est que on a par exemple des faits divers, on a différentes choses qui se passent, et le législateur estime que les airsofters qui s'amusent, c'est des grands enfants, ils jouent, ils font de mal à personne. Ça, ils en ont bien conscience. Hein. Mais ils se disent que les répliques sont dangereuses parce qu'elles sont en vente libre,
que des personnes mal intentionnées peuvent s'en servir pour faire des braquages, pour différentes choses, effrayer les gens, et que si on venait à interdire la vente de répliques, les airsofters qui pratiquent correctement, ça serait un dommage collatéral. Tant pis pour eux en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée que souvent à laquelle on est confronté quand on échange avec le législateur. Donc la crainte, moi que j'ai personnellement justement, c'est que il suffit qu'il y ait un fait divers qui fasse un peu plus parler de lui, et malheureusement on en a très régulièrement des faits divers avec des répliques d'airsoft, pour que il y ait un député par exemple qui se dise allez on passe à l'action, les répliques d'airsoft on va les interdire. Et si on n'a personne en face pour pouvoir dialoguer avec eux, mais pour être légitime pour dialoguer avec eux, parce que c'est pas n'importe quel airsofter qui pourrait dire ouais mais moi je parle avec vous, l'Assemblée nationale elle ouvre pas comme ça ses portes. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une structure justement comme la FFA qui a ses entrées justement, notamment l'Assemblée nationale, qui peut être reçue et parler justement avec les porteurs de projets de loi à ce niveau-là. Donc si demain la FFA n'était plus là, peut-être qu'il se passerait des années, voire peut-être des dizaines d'années, ça serait le top, sans que l'Airsoft soit inquiété, mais peut-être que du jour au lendemain, en fonction de l'actualité, il y ait n'importe quel député qui dise bon allez, les répliques d'Airsoft, avec moi demain c'est fini, et si personne ne peut défendre ce qui se passe derrière, voilà, je dirais c'est la grosse incertitude, et malheureusement on l'a vu, si des airsofters ont suivi ce qui se passe en ce moment au Canada par exemple, ça peut leur donner un petit peu la température. On est passé par là effectivement en 2009-2010 en France, on a failli repasser par là en 2016 avec l'Union Européenne. Alors justement j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a eu des cas un petit peu concrets par le passé ? Je peux t'en donner quelques-uns, effectivement. Ouais. Donc au tout début, c'est ce que je te disais, en 2009, on s'est constitué tous ensemble, on s'est rassemblés pour pouvoir échanger avec la FFTIR à l'époque. En 2010, donc il n'y avait pas que la FFTIR, il y a aussi eu... excuse-moi, je cherche un petit peu les noms. Il y a eu une commission parlementaire de députés qui était dirigé par Bruno Leroux. Alors ça parlera peut-être à certains. Bruno Leroux, il s'est fait remarquer, à l'époque il était chef de l'opposition, il a été brièvement ministre de l'Intérieur sous François Hollande, avant de se faire un petit peu limoger. Il a quelques petits soucis politiques on va dire. Mais donc c'était une personnalité importante à l'époque dans le Parti Socialiste. Et lui, il avait clairement les répliques, notamment les répliques d'airsoft dans le collimateur. C'est quelqu'un qui est profondément anti-armes, il ne s'en cache pas. Et en 2010, il avait décidé de lancer une commission parlementaire de lutte contre les violences par arme à feu. De mémoire, je crois que c'était le nom de la commission. Et donc, il voulait, avec des députés, il voulait porter un projet de loi justement pour réformer complètement la classification des armes et par là même interdire les répliques d'airsoft. Donc, à l'époque, la FFA venait de se créer. On a pu rentrer à l'Assemblée nationale, rencontrer justement les députés de la commission, échanger avec eux justement, et puis leur faire comprendre, notamment que le bout rouge, parce que c'est quelque chose qu'à l'époque ils ont voulu nous imposer. On a pu leur faire comprendre que c'était pas une bonne idée, parce que du coup, les airsofters, peut-être qu'ils vont respecter le bout rouge, mais rien n'empêche la personne qui est mal intentionnée. Si je veux braquer une banque, je suis plus à repeindre le canon de ma réplique près, quoi, même si c'est interdit, quoi. Ça va être la dernière de mes préoccupations. Donc je peux très bien repeindre ma réplique si je veux aller braquer une banque, et pire, ça leur a fait peur, et ça a bien marqué à l'époque. Je suis mal intentionné, j'ai une vraie arme, je vais peindre le bout en rouge, et je vais aller agresser les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ils vont penser que c'est une réplique d'airsoft, sauf que c'est une vraie arme et je peux leur tirer dessus, ils vont pas se défendre. Donc là, ça leur a fait peur. Donc à l'époque, ça fait partie des chantiers qu'on a menés. En même temps, l'année 2010 était compliquée. En même temps, on avait aussi au niveau du ministère de l'Intérieur un préfet, Patrice Moll, qui avait mis en place aussi un groupe de travail, également sur les armes à feu. Et pareil, on a pu être reçus au ministère de l'Intérieur, on a pu échanger avec eux et voir avec eux justement que c'était pas forcément une bonne idée de vouloir interdire la réplique d'airsoft. Ça allait pas résoudre les problèmes et que ça allait faire des dommages collatéraux. D'ailleurs, à ce sujet, lors de cette commission, ce groupe de travail, on a appris du ministère de l'Intérieur qu'au moins un article de presse sur deux qui parle de faits divers avec des répliques d'airsoft, en général, c'est des journalistes qui prennent pas le temps de se renseigner comme il faut, et souvent, il y a des vraies armes, il y a de la 22, des pistolets de défense, des choses comme ça.
Moi je me souviens avec mon P90 ou même d'autres répliques, hein, bon, je suis pas dans l'upgrade à fond, mais j'ai jamais réussi à exploser un ballon de baudruche. Quand je lis des articles où ils parlent d'abris de bus explosés avec des répliques d'airsoft, on va dire que j'ai des gros doutes. Et bon, le ministère de l'Intérieur nous a dit au moins un article sur 2, parce qu'ils vérifient derrière, c'est pas des répliques d'airsoft. Donc souvent il y a des confusions au niveau des journalistes. Donc petite parenthèse rapide. Et je citerai encore en 2015-2016, donc ça c'était harmonisation européenne. Il était question à l'échelle européenne de faire rentrer les répliques d'airsoft dans la classification des armes, et là on s'est mobilisé avec notamment la fédération d'airsoft d'Angleterre et la fédération des Pays-Bas également. À l'échelle européenne, on s'est organisé, on a profité de l'occasion pour rejoindre la fédération européenne du coup d'airsoft, et ensemble justement on a mobilisé les eurodéputés, on a pu être reçus auprès au Parlement européen, on a pu rencontrer la porteuse du projet de loi, je ne sais pas le terme, désolé, et on a pu lui faire rajouter un amendement dans son projet de loi pour exclure les répliques d'airsoft de la classification des armes. L'amendement est passé, a été voté, et du coup, voilà, ça fait partie des fois où on est monté au créneau. Alors là, cette fois, on n'était pas tout seul, effectivement, mais pour justement éviter de faire bouger les choses dans le mauvais sens. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Alors comment la fédération soutient-elle de manière générale le développement des infrastructures et des terrains dédiés à l'airsoft ? Alors la première chose que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est que il y a plusieurs, en fonction des porteurs de projets, je vais parler de porteurs de projets, ça peut être des porteurs associatifs, ça peut être des porteurs professionnels de projets, il y a plusieurs types de soutien qui viennent rechercher quand ils contactent la FFA. Ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien matériel, ça peut être très souvent aussi pour du conseil. Alors il faut savoir que la partie financière, c'est pas notre rôle, et c'est pas aussi dans nos cordes, enfin je dirais dans nos possibilités, dans le sens où on est un organe associatif. On a des comptes qui sont publics, qui sont publiés avec les PV de nos assemblées générales, donc si les spectateurs veulent aller voir, c'est tout publié sur notre site internet. Aujourd'hui, on a ça dépend des années, entre 98 et 99,5% de nos ressources, je parle de recettes, je parle même pas de bénéfices, donc l'argent qui rentre, c'est les cotisations de nos licenciés. Ce qui veut dire que si on doit donner de l'argent pour, par exemple, monter un terrain d'airsoft, pour aider à monter un terrain d'airsoft, ça veut dire qu'on va forcément piocher dans les cotisations des licenciés. Donc c'est pas un petit peu l'idée, on a des cotisations qui sont basses, c'est un choix volontaire, pour qu'on reste accessible. Par contre, et c'est là le rôle fédéral, on est là pour fournir un cadre de pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent que l'airsoft n'est pas connu par les autorités, par le législateur, qu'on est dans un vide juridique, etc. Non, c'est pas du tout vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas le mot airsoft dans la loi qu'on n'est pas concerné par la réglementation. En fait, aujourd'hui, on veut créer une activité en extérieur, par exemple, recevoir du public. La loi existe, elle s'applique déjà dans beaucoup d'activités, on n'a pas besoin de pratiquer l'airsoft pour que ce cadre-là s'applique à nous. C'est un exemple. Le cadre associatif aussi impose certaines réglementations. Il y a différentes règles, on va dire, qui s'appliquent légalement en France dès qu'on lance un projet. Un des rôles de la FFA, c'est justement de proposer ce cadre par le biais de nos règlements, qui ne sont pas des règles qu'on impose nous aux pratiquants. On n'est pas là pour... moi personnellement, j'ai autre chose à faire de mes week-ends que vouloir rajouter des règles à tire-larigot comme ça juste pour le plaisir. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Par contre, effectivement, la loi propose ces règles-là déjà. C'est imbitable, c'est la loi tout simplement. Et donc nous, on est là pour rassembler toutes les lois, aller justement à la pêche aux informations, compiler tout ça et proposer des règlements qui soient une compilation de tout ce qui s'applique à l'airsoft, parce que si, parce que ça, parce qu'on est concerné par tel article de loi, etc. Et en faire la traduction dans un document, alors certes, qui reste un petit peu long, un petit peu compliqué à comprendre, mais qui est quand même beaucoup plus simple que toute la loi qu'il faudrait décortiquer. Donc nous, on est un petit peu là pour ça, et justement, on est là pour apporter nos conseils avec nos règlements. Si aujourd'hui, ou demain, tu veux ouvrir un terrain d'airsoft, tu peux déjà aller voir sur notre site internet les différentes règles, les différents règlements qu'on propose. Ça donnera déjà une liste de choses à faire pour faire les choses correctement, et pas être embêté le jour où tu auras un accident, par exemple, ou
que de ne pas risquer d'avoir un pratiquant qui se retourne contre toi au moindre problème. Au moins, tu auras fait les choses correctement, tu seras blindé, personne ne pourra rien te reprocher. C'est un petit peu l'idée, c'est vraiment à ce niveau-là, et c'est un travail très important parce qu'on a beaucoup de sujets à couvrir, que ce soit la sécurité des terrains par exemple, que ce soit l'accueil des jeunes, que ce soit les secours, les premiers secours par exemple, etc. Il y a beaucoup de sujets à couvrir, et donc on est là pour tout compiler et proposer tout ça aux porteurs de projets. Il y a eu début 2023 une petite polémique autour du Speedsoft et de la FFA sur la création d'un sport. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Je peux t'en parler un petit peu plus. En fait, le Speedsoft, c'est un cas, mais il y a beaucoup plus large à voir. Aujourd'hui, je vais prendre l'airsoft dans sa globalité, on a une passion, parce que pour beaucoup c'est une passion, un loisir, une discipline, il y a différentes appellations en fonction de l'application que chacun a, qui est très riche en fait, parce qu'on a une multitude de façons de pratiquer. On a une multitude de pratiques, chacun va les piocher en fonction de ce qu'il apprécie. Il y en a qui veulent faire du mid-sim par exemple, il y en a qui veulent plus faire du roleplay, il y en a certains, c'est juste l'occasion d'aller retrouver les copains et passer un bon moment, quitte à ce que ça soit un barbecue toute la journée, mais c'est pas grave, certains ça leur convient. Il y a vraiment une multitude de façons de pratiquer, et il y a aussi des personnes, ils veulent une pratique un petit peu plus compétitive, et dans la pratique compétitive, il y a plusieurs possibilités, plusieurs variantes. Il y a notamment ceux qui apprécient le Speedsoft. Et il y a des personnes qui apprécient, il y a des personnes qui apprécient moins, effectivement. Moi personnellement, c'est pas une pratique qui m'intéresse. Moi c'est plus je dirais la dimension stratégique en général que j'apprécie à l'airsoft, même si j'aime bien aussi de temps en temps le barbecue avec les copains. Enfin il y a vraiment, je fais un peu de mid-sim, je fais plein de choses, un peu de roleplay aussi, ça dépend vraiment des événements. Mais je trouve justement qu'on a cette chance d'avoir une pratique qui est plurielle, qui rassemble beaucoup de profils différents autour de la passion justement de l'airsoft avec un grand A, et pour laquelle on n'est pas obligé de goûter à tout, de toucher à tout. C'est chacun qui va pouvoir aller piocher dans ce qui l'intéresse. Et le Speedsoft, c'est exactement ça. Ça fait partie des disciplines sportives, au même titre que le TSVA, par exemple, le tir sportif de vitesse. Et c'est une pratique qui répond à la demande d'un certain public qui est intéressé par l'airsoft. Et c'est une chance, je trouve. On a beaucoup aujourd'hui de speedsofters qui viennent du milieu du paintball, qui ont de plus en plus de difficultés à pratiquer le paintball d'un point de vue économique, parce que le paintball, ça coûte cher. Les lanceurs coûtent cher, les billes coûtent cher. C'est une passion qui coûte très cher au quotidien, et ils se sont rendus compte qu'en remplaçant les billes de paintball par des billes d'airsoft, ils faisaient des très très grosses économies. Et rien qu'à ce niveau-là, je trouve que c'est une chance qu'on a d'un point de vue économique, parce qu'on intéresse un public complètement nouveau à l'airsoft, qui va peut-être pas aller se trimballer sur les terrains avec des mid-simmers. Ça ferait peut-être un petit peu bizarre, même si des fois de temps en temps il y en a, mais c'est pas je dirais l'idée. Mais par contre, on ramène beaucoup plus de personnes dans le milieu de l'airsoft, que ça soit au niveau des pratiquants. C'est intéressant parce que plus on est nombreux, plus on a de poids, notamment face aux autorités, mais également plus on est nombreux, plus les acteurs économiques, que ce soit les boutiques, que ce soit les terrains, vont avoir de clients, plus ça permet d'avoir un milieu au niveau de la communauté française qui se développe, et donc c'est bon pour l'airsoft en général. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette logique-là, avec des nouvelles disciplines qui se créent. Aujourd'hui on parle du Speedsoft, demain on parlera encore d'autres choses, qui ne répondent pas à toutes les demandes, mais qui répondent à la demande de certaines personnes, et après à chacun d'y aller ou de ne pas y aller. C'est un petit peu l'idée, mais il y en a pour tous les goûts, et ça fait grandir la famille des airsofters. Quelle est ta définition du Speedsoft? Alors pour moi, le Speedsoft, déjà c'est une pratique compétitive, comme il en existe d'autres. Une pratique sportive, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de du sport. Le sport, il y a une question de recherche de performance. On est dans ce cadre-là. Après, on a différents modes de jeu, des équipes qui sont de plus ou moins grandes. Il peut être question d'aller chercher un drapeau, il peut être question d'aller appuyer sur un buzzer. Il y a différentes règles, mais je dirais le point commun, c'est une pratique qui est très rapide. Par exemple, des matchs de 5-10 minutes, qui ressemblent beaucoup au paintball en fait, mais adaptés en fait avec les répliques d'airsoft.
Quels sont les défis actuels auxquels la fédération est confrontée? Alors aujourd'hui, la fédération elle a un défi important au niveau de la communauté des airsofters eux-mêmes. Parce que depuis quelque temps, on observe un engagement des airsofters qui est beaucoup moins important. Mais alors, je parle des airsofters, mais c'est le cas dans le milieu associatif en général, hein, depuis quelques années, où on va être beaucoup plus dans le clientélisme, dans le sens où j'ai fait ma journée de travail, j'ai eu des contrariétés X ou Y, j'ai envie d'aller me détendre le week-end, et je suis prêt à payer ma PAF ou payer mon entrée, pour mettre les pieds sous la table, pas m'embêter, aller tirer quelques billes avec les copains, et puis ensuite repartir voilà, sans me prendre la tête. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Par contre, on a de moins en moins de personnes qui décident de faire plus et de s'investir vraiment dans l'airsoft à différents niveaux, que ça soit par exemple au niveau de la fédération, mais même au niveau associatif, parce que chaque association, ça fait partie de l'airsoft. Et donc, aujourd'hui, l'airsoft avec un grand A a beaucoup de mal justement avec ce changement de mentalité, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'investissent pour faire avancer les choses. Si demain, on n'a plus de président pour faire tourner des associations d'airsoft, alors je parle du président, il n'y a pas que le président dans une association qui fait tourner, mais on a beaucoup d'associations où en général on a le président tout seul qui fait tourner le terrain. L'association mettra la clé sous la porte, il n'y aura plus forcément de terrain à cet endroit-là pour jouer, donc on a de moins en moins d'associations. Et donc aujourd'hui c'est un défi important. On a besoin aujourd'hui pour l'airsoft d'avoir des personnes qui s'investissent à tous les niveaux, au niveau auquel ils ont envie de s'investir, pour pouvoir collectivement faire avancer les choses, parce que c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. C'est quoi l'intérêt pour une association ou future association d'être affiliée à la FFA? Alors il y en a plusieurs. Les clubs affiliés, déjà... Alors je dirais première chose, on parle d'une future association par exemple, pour commencer. Créer une association, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est pour ça qu'on a créé un kit de création d'association, par exemple, qui permet aux associations de se structurer, de lancer leurs démarches, mais déjà dans un premier temps, avant de lancer ces démarches, de prendre le temps de se réunir et de parler pour définir le projet associatif. Alors ça peut paraître bête, hein, mais si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, et souvent, on s'en rend compte trop tard. Donc c'est bien déjà de prendre le temps de se réunir, de se poser les bonnes questions dès le début, pour pouvoir faire les choses correctement. Donc la FFA, c'est un exemple. Elle est là justement pour accompagner le club dans sa création, dans son officialisation, en quelque sorte. Ensuite, elle va être là, une fois que le club est créé, pour lui proposer une assurance. Alors c'est pas la FFA qui assure, mais la FFA propose un contrat d'assurance qui a été spécialement créé pour l'airsoft avec la Maïf. Et à côté de ça, donc, je te parlais tout à l'heure, la FFA elle fournit un cadre au club. Alors n'importe qui peut consulter nos règlements et les utiliser, il n'y a pas besoin d'être un club affilié auprès de la FFA pour ça. Mais à côté, la FFA va être là pour guider le club, pour l'aider, pour répondre à ses questions, pour le guider dans ses démarches. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on propose. Et puis, rejoindre la FFA, c'est rejoindre un collectif d'airsofters, et c'est soutenir un petit peu ce rassemblement général au niveau français, pour faire en sorte que l'airsoft soit toujours là demain, pour que l'airsoft se développe, et qu'on puisse l'emmener où on veut l'emmener. Et si tu veux me demander où est-ce qu'on veut l'emmener, je te dirais, c'est à toi de me le dire, et à tous les airsofters également, parce que c'est le principe de la FFA, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide les choses, c'est vraiment collectivement, tous ensemble, et c'est proposé justement par la FFA, c'est ce cadre-là. Après, il y a différentes choses. Par exemple, la FFA, elle fournit des lettres de recommandation à ces associations pour pouvoir démarcher plus facilement des propriétaires de terrain, avec les bonnes formules pour certifier que l'association est assurée, que par le biais de son affiliation, s'est engagée à respecter certaines règles, notamment maintenir le terrain dans des bonnes conditions. Différentes choses. On a des partenaires aussi qui proposent des réductions au club, aux licenciés. C'est un éventail de choses qu'on va proposer justement aux associations. La FFA, elle a un annuaire aussi qui recense les associations. Et donc c'est aussi une porte d'entrée pour trouver des nouveaux membres qui vont pouvoir passer par l'annuaire pour trouver l'association qui est près de chez eux.
par exemple. Il y a différentes choses, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a beaucoup d'explications sur notre site internet, et je dirais le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que la FFA propose aux clubs. En fait, c'est surtout ce que les clubs veulent que la FFA puisse leur proposer. Dans l'idée, on est un rassemblement, on avance tous ensemble, on bosse tous ensemble pour définir ce qu'on veut que l'Airsoft devienne. Et donc c'est vraiment ça, la FFA elle propose un cadre pour que les clubs puissent s'en emparer et faire avancer les choses dans la direction dans laquelle ils ont envie d'aller. Comment fait-on pour vous avoir comme sponsor d'événements, comme une OP, et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Alors, sur le vocabulaire sponsor, partenaire plutôt. C'est ce que j'expliquais. Nous, on ne sponsorise pas directement. Un sponsor, c'est quelqu'un en général qui a une activité commerciale. Donc là, on est plus sur des professionnels qui pourraient être amenés à sponsoriser un événement. On peut aider à mettre en relation des organisateurs d'événements avec des partenaires commerciaux justement pour pouvoir négocier des sponsorings. C'est quelque chose qu'on fait sur certains événements, par exemple. À côté, la FFA va pouvoir aider, alors déjà sur l'organisation de l'événement. Je parlais tout à l'heure de réglementation. Quand on organise un événement, il y a des réglementations qui s'appliquent. Donc la FFA, par exemple, c'est déjà le premier niveau, c'est une information et une aide justement pour mettre en place les choses correctement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir mettre en place un petit peu le réseau. Alors, j'organise un événement avec mon association, je vais pouvoir déclarer mon événement sur l'intranet de la FFA, par exemple, pour pouvoir aller toucher les personnes, pouvoir gérer les inscriptions, c'est une possibilité. La FFA va pouvoir communiquer sur cet événement, sur ses réseaux sociaux. En fonction du besoin de l'association, la FFA va pouvoir lui envoyer des supports. Et c'est quelque chose, alors on trouve ça, je dirais, pas très significatif, mais en fait c'est quelque chose qui peut être très intéressant, parce que la FFA, par exemple, édite une brochure, c'est un exemple, mais la FFA édite une brochure qui explique ce que c'est que l'Airsoft. C'est une brochure qui ne s'adresse pas spécialement aux airsofters. Tu fais de l'airsoft, tu sais ce que c'est que l'airsoft. Par contre, lorsque tu organises un événement, où tu vas aller démarcher des sponsors, par exemple pour ton événement, c'est important de pouvoir expliquer ce que c'est que l'airsoft et pouvoir désarmer un petit peu certains préjugés que les interlocuteurs vont avoir. Et par exemple, cette brochure, justement, elle est bien parce qu'elle explique et elle rassure sur ce que c'est que l'airsoft. Donc c'est une brochure qu'on a réalisée avec Chong, le papa d'Airsoft Team, donc avec Team qui illustre un petit peu ce que c'est que l'airsoft de façon intelligente, qui rappelle un petit peu les règles de sécurité certaines, et qui montre en fait que l'airsoft c'est inoffensif, qu'on est juste des grands enfants qui s'amusons, dans le respect des règles de sécurité, et qu'il n'y a aucun souci. Donc c'est un exemple, on fournit de la documentation qui peut servir aux associations à organiser leur événement, à aller parler plus facilement avec les pouvoirs publics, c'est ce genre de choses. On va pouvoir, alors on est en relation par exemple avec des médias comme 020 Mag, du coup on envoie de la documentation, des magazines, des choses comme ça qui vont pouvoir distribuer dans leurs OP par exemple. C'est différentes choses, et puis après, en fonction des événements, on a des événements qui sont un petit peu plus pointus, avec des attentes particulières, et là dans ce cas, ça dépend un petit peu du besoin, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir... mais souvent c'est un accompagnement qui est proposé en fonction des besoins qui sont exprimés par les organisateurs. Quel est le conseil que vous donneriez à des joueurs qui veulent monter leur association? Alors, première chose, et pour moi c'est très important, c'est avant de vouloir y aller, c'est déjà prendre le temps. Ça paraît bête, mais souvent les gens ne le font pas. Prendre le temps de se rassembler ensemble et d'en parler, de définir les attentes de chacun et de mettre ça en commun. Parce que si on se rend compte que le président, enfin celui qui va se retrouver président, il ambitionne d'acheter un terrain, de faire des aménagements par exemple, très bien, hein, mais que tous les autres membres, tout ce qu'ils veulent faire c'est juste tirer de la bille, ça va être compliqué. Si le président est très motivé, il va le faire au début, jusqu'à qu'il en ait marre, il va tout arrêter, et ça va pas aller bien loin. Donc première chose, c'est vraiment tous se réunir ensemble, et ça paraît bête, mais regardez aussi les associations qui existent déjà, parce que souvent on va se rendre compte qu'il y a des bonnes mentalités aussi dans les associations, on va se faire des nouveaux amis, qu'au final, pourquoi s'embêter à réinventer la roue alors qu'on a une association à 5 minutes qui a déjà un terrain qui est génial, il y a une ambiance qui est très bien, et puis au final, et pourquoi pas aller s'éclater avec eux, par exemple. Ou peut-être que ça accrochera pas, c'est possible, ou que leur façon de pratiquer, ça ne nous correspond pas, il n'y a pas de problème. Mais avant de se lancer, tête baissée, sans se poser de questions, prendre le temps de regarder ce qui existe, effectivement, et en parler tous ensemble. Définir notre projet, voir est-ce que ça n'existe pas ailleurs, est-ce qu'au final, ça serait pas plus économique, plus simple
d'aller. Et puis si on est motivé, peut-être que l'association elle a un petit peu du mal à côté, et peut-être que un peu de 109 ça l'aiderait aussi, et ça serait l'occasion, en plus, l'association elle a déjà un terrain. Souvent les associations et nos contacts elles ont du mal à trouver des terrains dès le début, ce qui est normal, c'est long, c'est compliqué. Si l'association elle a déjà un terrain, on a tout intérêt à aller vers eux, si on s'entend bien avec eux, bien entendu. Hein. Mais voilà, c'est vraiment prendre le temps de se poser tous ensemble, en discuter, voir ce qui existe, et prendre le temps de construire vraiment son projet en ayant étudié les choses correctement. Dans la rubrique Actualité, notamment Google, l'airsoft ressort très souvent dans les faits divers. À part quelques articles, c'est souvent pour en dire du mal. Est-ce sans danger ou y a-t-il une réelle gravité sur le moyen long terme ? Alors j'en parlais tout à l'heure, effectivement. Moi si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé qu'il y a du danger, effectivement. Même si on sait que, j'en parlais, souvent les journalistes sont mal renseignés, qu'on associe l'airsoft alors que pas vraiment. Souvent on a une réplique d'airsoft qui est incriminée. Quand c'est une réplique d'airsoft, souvent c'est même pas un airsofter, c'est quelqu'un qui a acheté une réplique d'airsoft, mais c'est pas quelqu'un qui pratique l'airsoft de façon encadrée dans une association. Mais effectivement, oui, moi je pense qu'il y a un danger, c'est pour ça que c'est important justement de rester informé sur ce qui se passe pour pouvoir prendre la température. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce que la fédération se permet d'intervenir dans certains cas ou dans certains articles de presse pour communiquer et est-ce que c'est déjà arrivé par le passé ? Alors, c'est le cas, c'est déjà arrivé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'articles. En fonction des périodes, on peut avoir plusieurs articles par jour, qui ne sont pas toujours flatteurs, effectivement. Il y a une veille de la fédération, et il y a toujours des réactions qui sont prises en fonction des risques, en fait. Aujourd'hui, il y a tellement d'articles qu'on ne peut pas répondre à tout, c'est pas possible. On a laissé tomber cette idée-là, malheureusement. On n'est pas assez nombreux, on a beaucoup d'autres choses à faire également. Par contre, il y a toujours une évaluation du risque, et quand on voit que ça commence à prendre des proportions plus importantes, là, effectivement, on réagit. Alors, je peux donner un exemple qui est un petit peu malheureux, mais en 2015, il y en a certains qui nous ont découvert à ce moment-là. Il y a eu un fait divers. Il est 7h44, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Benoît Marius, président de la Fédération française d'airsoft. Benoît Marius, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça s'est passé samedi. 3 jeunes, 14 à 16 ans, des ados, ont été tués samedi. Un quatrième a été grièvement blessé. Il est dans une situation très grave. Explosion dans une maison abandonnée en Haute-Loire. Maison où ces ados avaient l'habitude de se retrouver. Adeptes d'Airsoft, vous êtes président de la Fédération française d'Airsoft. À l'époque, qui a été rattaché à l'Airsoft, l'enquête a démontré au final que non. Il y avait une réplique d'Airsoft qui avait été trouvée à proximité, tout de suite le rapprochement a été fait par les journalistes. Les jeunes ont été accusés d'avoir bricolé une bombe pour la pratique de l'Airsoft, à l'époque, soi-disant des fumigènes. Enfin, bon, l'enquête a démontré que pas du tout. Et que c'était juste des jeunes qui passaient par là, en gros, qui ont été victimes d'une bombe artisanale qui avait été trouvée sur place. Je ne vais pas rentrer dans les détails, après c'est vraiment... je ne suis pas expert du domaine, mais... et à l'époque, les médias avaient commencé à tourner ça en boucle, et on est tout de suite intervenu. Premier contact, ça a été par téléphone avec... c'était BFM Télé, à l'époque, donc j'étais président à l'époque, j'étais intervenu justement par téléphone sur BFM, et quand on a vu que ça allait plus loin, que ça commençait à passer en boucle sur les chaînes de télé, et je suis parti de Moulins avec ma voiture, je suis monté jusqu'à Paris, et donc j'enchaînais dans la soirée les plateaux de télé, BFM TV, iTélé, à l'époque c'était Direct 8, le Figaro, enfin les plateaux de télé, la presse, des choses comme ça, et là vraiment, on a vraiment enchaîné les choses pour désarmer les choses, expliquer aux journalistes et expliquer aux téléspectateurs, ce qui était le plus important, parce qu'un journaliste il raconte son article, après il passe à autre chose. Le problème c'est qu'on a les téléspectateurs derrière qui sont qui se forgent des opinions par rapport à ce qu'on leur présente, et c'est important d'être présent, d'apporter une réponse pour pouvoir leur expliquer que non, l'airsoft c'est pas un problème, parce que justement il y a une fédération qui propose un cadre, que les associations elles s'inscrivent dans ce cadre, et que tout se fait bien, les airsofters c'est pas des méchants, tout simplement. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très important à faire à l'époque, et c'est quelque chose qu'on reste disposé à refaire si c'est nécessaire. Mais effectivement, il faut pouvoir répondre quand il y a besoin, tout à fait. Comment faites-vous pour rester au fait de l'actualité Airsoft ? Il y a plusieurs choses. On parlait d'actualité par exemple, donc on a des alertes Google, c'est simple mais ça marche bien, avec certains mots-clés. On a aussi pas mal de contacts
qui nous contactent directement, que ça soit au niveau, alors par exemple au niveau des journalistes. Maintenant, on a tout un carnet de contacts de journalistes. Dès qu'il y a quelque chose qui a trait à l'airsoft, ils nous contactent directement. On a le Twitter de la FFA aussi, qui est très mobilisé, en général par les journalistes quand ils ne nous connaissent pas, qui veulent communiquer, ils ont quelque chose à dire sur l'airsoft, souvent on a des tweets, c'est comme ça qu'on sait quand il y a quelque chose qui commence à se tramer, on va dire, quand on voit le Twitter qui s'affole. Et puis, alors les autorités nous contactent directement, elles savent le faire. En 2012, par exemple, lorsqu'il y a eu la nouvelle classification des armes, alors je ne sais pas si tu sais, on est passé à l'époque des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à ABCD. Donc ça, c'était le décret 2013-700, donc ça date de 2013. Les travaux ont été initiés et en 2012, on a été invité par le ministère de l'Intérieur à participer aux travaux justement. Donc là, c'est les autorités, ils nous contactent directement. Et puis, c'est tout simple, mais aujourd'hui, la FFA, elle a une audience nationale au niveau des pratiquants. Et souvent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau Airsoft, on a les pratiquants qui nous contactent directement, que ce soit des licenciés ou non d'ailleurs. Ça nous arrive souvent, par exemple, d'avoir des youtubeurs, quand ils interviennent sur un sujet, ils nous poussent un petit mail ou un messenger, quelque chose. Au fait, vous avez vu, il se passe un truc là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment une multitude de moyens qui fait qu'on a les infos. Quand vous voyez qu'on n'intervient pas sur un article de journal, par exemple, simplement qu'on n'a pas spécialement le temps ou qu'on a estimé que c'était pas, c'est pas forcément nécessaire, mais on a les infos, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous envoyer les infos quand même quand vous envoyez certaines passées. C'est par là qu'on a des infos, mais faut pas vous inquiéter, maintenant on a un bon réseau, on va dire, pour avoir toutes les infos. En France, on retrouve un certain nombre de terrains qui ne sont pas forcément liés à la FFA, et on retrouve également des terrains tenus par des sociétés. Et certaines d'entre elles sont connues pour être peu scrupuleuses. Est-ce que la FFA peut intervenir ou communiquer ou enquêter sur certains faits ? Alors déjà, pour commencer, le fait qu'il y ait un développement commercial de l'airsoft, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça montre que le milieu de l'airsoft se développe, et les acteurs économiques sont importants justement pour que le milieu se structure et propose des choses justement, donc c'est très bien. Et d'ailleurs on échange beaucoup avec les professionnels, on les accompagne également, certains en tout cas, dans leurs projets, donc c'est une bonne chose. Après, je dirais un petit peu comme dans tous les milieux, il y a des professionnels qui sont plus ou moins sérieux. Ça, effectivement, ça arrive. Je parlais tout à l'heure, la pratique de l'airsoft, elle est encadrée d'un point de vue légal, il y a des réglementations qui s'appliquent, et comme dans tout milieu, il y en a certains qui décident de les appliquer ou pas, effectivement. Donc j'ai parlé de réglementation, de législation, donc là on est dans le domaine de la loi. La FFA, c'est important de le comprendre, la FFA n'est pas le gendarme. Quand on constate quelque chose qui ne va pas, on appelle les forces de l'ordre. Effectivement, donc nous, on ne se substitue pas aux forces de l'ordre, surtout pas, c'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça, on n'en a pas le droit. Effectivement, par contre, on est là pour accompagner les gens, pour les aider. Effectivement, quand on a des personnes qui sont victimes ou qui s'estiment victimes, en tout cas, notamment d'un professionnel qui serait peu scrupuleux, par exemple, on va pouvoir les aider, les accompagner justement dans leurs actions, les renseigner, les orienter également, pour faire en sorte qu'elles fassent valoir leurs droits. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on fait. Après, on n'est pas dans une logique d'aller faire fermer, par exemple, des terrains tenus par des professionnels qui feraient mal les choses. On n'en a déjà pas le temps, c'est pas possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est bénévole, on a déjà beaucoup de travail actuellement, pas assez nombreux du tout pour ça. On n'en a pas spécialement l'ambition non plus. Par contre, nous, notre rôle, c'est aussi de fournir les clés aux pratiquants, aux associations, pour qu'elles puissent, elles, se poser la question. Il y en a certaines qui vont pratiquer sur des terrains pour lesquels elles savent qu'il y a des problèmes, mais en connaissance de cause. Je dirais, pas de souci, ça les concerne. Et après, effectivement, s'il y a un problème, elles prennent leurs responsabilités, mais au moins, elles sont au courant. Tu vois, je vais prendre un exemple. On a sorti, il y a quelques mois, un dossier sur les billes biodégradables. Le principe de ce dossier, c'était pas un règlement qu'on a pondu, sorti d'on ne sait où, en disant à partir de demain vous utilisez tous telle bille parce que c'est des billes bio, pas du tout. On a sorti ce dossier dans un but informatif en disant voilà, aujourd'hui en France vous avez tout à fait le droit d'utiliser des billes qui sont toxiques. Après ça dépend des terrains, ça dépend, mais nous on n'est pas là pour vous l'interdire. Par contre, nous on est là justement pour vous apporter les informations. Donc dans le dossier on a décortiqué les normes qui existaient parce qu'une norme c'est quelque chose qui est reconnu. Et donc aujourd'hui, il y a des billes biodégradables qui sont vendues, il y en a certaines qui sont vendues selon certaines normes, il y en a d'autres qui sont vendues sans aucune norme, on ne sait pas pourquoi elles s'appellent bio, mais
le but du dossier, c'était de fournir une explication, quelles sont les normes qui existent, à quoi elles correspondent, histoire que chacun puisse se faire une idée et puisse ensuite acheter en connaissance de cause. Par rapport à tes questions, pour moi, c'est la même chose. On n'est pas là pour interdire aux gens d'aller pratiquer à droite à gauche, d'aller faire le gendarme. On est là, par contre, pour apporter des informations, pour apporter un éclairage, en sensibilisant les gens, en leur disant « attention, voilà, un terrain, par exemple, il doit être sécurisé. S'il n'est pas sécurisé, effectivement, c'est un risque, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il doit y avoir une assurance, si vous n'avez pas d'assurance, il peut se passer ça, etc. » Maintenant, je suis airSofter, je prends les informations ou je ne les prends pas, mais les informations sont disponibles, et ensuite j'y vais en connaissance de cause. C'est un petit peu l'idée de la FFA, on n'est pas là pour faire les méchants, taper sur les doigts des gens, on est vraiment là pour faire en sorte de tirer vers le haut un petit peu toute la communauté. Pas qu'on a cette prétention-là, mais en tout cas de tous ensemble, collectivement, tous ceux qui travaillent sur le sujet, justement aller chercher les bonnes informations et les mettre à disposition de tous, parce que le site de la FFA, il est là pour ça. Et derrière, tous ceux qui le voudront pourront justement avoir les bonnes informations et peut-être par un sursaut éveiller certaines consciences, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Qu'aimerais-tu voir pour le futur de l'airsoft et de la communauté francophone? Alors c'est peut-être le moment un peu bisounours. Moi j'aimerais vraiment en fait une prise de conscience un peu plus large. Alors je vais pas dire que c'est pas le cas aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont déjà sur cette ligne, mais je pense que c'est important que beaucoup plus d'airsofters en aient conscience. Aujourd'hui on a une communauté de bénévoles à tous les niveaux qui s'impliquent pour faire avancer les choses. Que ce soit au niveau associatif, au niveau des terrains, au niveau des événements, on a par exemple des freelances qui n'ont pas d'association, mais par contre qui vont se remonter les manches et qui vont aller de temps en temps, qui vont aller auprès des associations pour voir avec elles pour organiser des événements par exemple. On a vraiment des personnes qui s'impliquent à différents niveaux. On a bien entendu au niveau fédéral. Et donc c'est important déjà de comprendre pour les airsofters que toutes ces personnes-là, alors déjà il y a le fait de pouvoir, admettons, se dire, allez, tiens, je vais aller donner un coup de main, que ce soit pour aller aménager le terrain, par exemple, que ce soit à différents niveaux, c'est par là que ça passe. Dès qu'on est dans une structure bénévole, effectivement, on a besoin des bénévoles. C'est tout bête, ça paraît bête de le dire, mais souvent quand les personnes disent, allez, c'est bon, j'ai fini ma partie, je rentre chez moi et puis je reviens la prochaine fois pour jouer, si tout le monde fait comme ça, bon, il n'y a plus de partie demain. Donc il y a déjà ce premier niveau. Mais au-delà de ça, c'est aussi important de comprendre, on s'engage tous en fonction de nos possibilités, bien entendu, mais c'est aussi important de respecter les bénévoles. Et souvent, c'est quelque chose qui est... les gens s'en rendent pas compte, mais une association qui fait pas forcément très bien les choses, on n'est pas d'accord avec leur façon de pratiquer l'airsoft. On peut, hein. Des fois, c'est juste parce que sur leur terrain, ils font de l'airsoft un peu plus classique et il y a des speedsofters qu'ils accueillent sur leur terrain. Et du coup, il y a des personnes qui sont en fluo ou qui ont une façon de jouer qui n'est pas exactement comme... qui n'ont pas forcément fait un contournement, qui vont foncer en faisant des roulades. Bon, j'exagère un petit peu, on en rigole, il n'y a pas de problème, mais... Et on va dire que... Et du coup, on va dénigrer un petit peu cette association qui accepte ces personnes-là, ou je sais pas. Et c'est important, alors je parlais tout à l'heure de pluralité de la pratique, qui est une richesse pour nous, mais c'est important aussi de voir qu'à chaque fois que je critique quelqu'un parce que moi j'aurais pas fait comme ça c'est un petit peu le discours, on participe juste à décourager cette personne. Si moi je suis pas intéressé à aller jouer dans une association parce que je me reconnais pas dans leur façon de pratiquer, c'est tout à fait mon droit, et dans ce cas j'y vais pas tout simplement. Mais par contre à partir du moment où je vais commencer à leur balancer des petits fions de temps en temps dessus, tout ça, juste, il y aurait que moi, encore ça irait, mais le président en question, il s'en prend de moi, il s'en prend d'un autre, etc. Au bout d'un moment, il en a marre. Il en a marre, et au final, il finit par dire, ouais allez, pourquoi je me prends la tête? Je m'en prends plein la figure tout le temps. Il y a peu de personnes, il y en a, hein, mais il y a beaucoup moins de personnes qui sont reconnaissantes, qui prennent le temps de dire merci, un événement qui est bien, qui vont voir à la fin l'organisateur, qui vont lui dire merci, je me suis éclaté, c'était cool. Ça, on le voit dans les feedbacks, les joueurs qui prennent le temps de faire un feedback en disant c'était génial, tout ça. Les organisateurs, ils sont super contents, ça se passe bien. Un feedback qui est négatif, bon, on a le droit, bien entendu. Bon, effectivement, ça participe au découragement. Alors, je dis pas qu'il faut tout enterrer sous le paillasson, hein. Bien entendu, on a le droit d'être critique, mais il faut que ça reste constructif. Il faut pas que ça soit juste pour lyncher quelqu'un. Parce que le problème avec cette mentalité, et moi je l'ai beaucoup vu aussi au niveau de la fédération, avec des bénévoles, j'en ai vu passer beaucoup depuis le début de la FFA, parce que je l'y suis depuis le tout début, même quand j'étais pas président.
on a beaucoup de personnes qui se démotivent, parce que souvent, des personnes qui prennent pas le temps de bien se renseigner, qui savent pas le pourquoi du comment, etc., qui sont juste pas d'accord à un moment donné avec quelque chose, sans avoir tous les éléments, et du coup qui vont commencer à cracher sur les bénévoles. Le bénévole qui est impliqué bénévolement, je le rappelle, qui donne son temps bénévolement parce qu'il croit dans ce dans quoi il s'investit, à force de se prendre des critiques qui sont pas forcément tendres, avec des insultes au passage, des accusations. Au tout début, quand on avait créé la FFA, pendant 1 an, 2 ans, on prenait pas de cotisation, on n'avait pas de trésorerie, on nous accusait de détourner l'argent des licenciés. J'ai jamais compris comment on pouvait nous accuser de ça, parce qu'on n'avait pas d'argent. Les gens donnaient rien du tout, et pourtant on nous accusait de détourner de l'argent. C'était des choses, ce genre de choses, ça en a démotivé à l'époque. Et c'est triste, alors ça fait sourire aujourd'hui, effectivement, mais moi je trouve ça triste, je trouve ça grave même, parce que du coup on a beaucoup de bénévoles qui se démotivent complètement. Et si on n'était pas dans cette mentalité-là, mais plus encourager les personnes qui se lancent, qui font des choses, même si on n'a pas le temps, on a d'autres priorités, etc., pour s'investir soi-même, mais au moins encourager les personnes qui se bougent pour soi, parce que les personnes qui se bougent pour l'Airsoft, le président de l'association qui organise un événement, je vais y prendre du plaisir, ou pas, ça dépend des événements, mais il fait quelque chose pour moi, parce que lui il y croit. Je pense que c'est important justement d'avoir cette mentalité, de les encourager pour tirer toute la communauté vers le haut, et c'est comme ça justement qu'on pourra aller tous beaucoup plus loin. Les bénévoles se décourageront moins, ils tiendront plus longtemps sur la durée, et il y en aura plus, ils pourront tous se retrouver, peut-être organiser les choses un petit peu mieux, passer à une échelle supérieure, et c'est un petit peu, voilà, aujourd'hui c'est un petit peu mon constat, je dirais, et un petit peu mon regret sur, tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement, hein, sinon il n'y aurait plus d'airsoft, mais je pense qu'on a besoin, nous les airsofters, de prendre conscience de ça, de façon plus large, et certains en tout cas, de changer nos mentalités par rapport à ça, d'être plus dans le positif, plutôt que de mettre le bâton dans la roue dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. On a peur du législateur au niveau de l'airsoft. Il faut en avoir peur, bien entendu. Hein. Mais aujourd'hui, le premier frein au développement de l'airsoft, c'est les airsofters eux-mêmes. Et c'est dommage. C'est dommage. Qu'aimerais-tu ne pas voir pour le futur de l'airsoft et de la communauté francophone? Alors, tu y as déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu souhaites en rajouter? Alors, j'ai un petit peu répondu. Je vais... ce que j'aimerais ne pas voir, c'est en fait je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre en fait au niveau de l'airsoft, avec les pratiquants, les bénévoles, les professionnels, etc. Et si demain on n'a plus du tout de bénévoles impliqués, on va se diriger vers un modèle qui est complètement commercial. Et pour moi, l'airsoft va perdre son âme. C'est-à-dire que on va pratiquer l'airsoft comme on pratique du laser game, ou aller faire du tir avec des plombs dans une fête foraine. Il n'y aura plus d'événements intéressants, il n'y aura plus du speedsoft, par exemple, j'en parle, moi ça m'intéresse pas, c'est ce que je disais personnellement, mais la personne qui voudra aller faire du speedsoft, ou la personne qui voudra aller faire du tir de vitesse, par exemple, ou la personne qui va aller faire du mid-sim, qui veut faire autre chose que juste le match de 20 minutes qu'on va lui proposer avec des répliques toutes les mêmes, peintes en bleu, ou je sais pas trop quoi, on va perdre tout ça. Et donc je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait vraiment un équilibre et qu'on soit fier de la richesse qu'on a et qu'on défende ça. Donc moi, mon souhait pour l'avenir, c'est qu'on continue d'être dans cette idée-là, qu'on voit ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est une chance et qu'on continue dans ce chemin-là, quoi. Donc qu'on ne voit pas justement cet équilibre se casser. Quelle est ta définition de l'airsoft? Alors, je vais te décevoir, peut-être, j'ai une définition qui est très simple. Pour moi, l'airsoft, c'est une pratique qui consiste à utiliser une réplique d'airsoft. Tout simplement, c'est-à-dire que je te parlais de pluralité de la pratique tout à l'heure. Pour moi, un speedsofter, c'est un airsofter, un milsimmer, c'est un airsofter, un collectionneur, c'est un airsofter. Tu vois, par exemple, j'ai un copain, ça fait 15 ans peut-être qu'il est dans l'airsoft, au moins, ouais. Il a jamais mis les pieds sur un terrain. Par contre, alors il a une collection de répliques, je te dis pas, et il a une connaissance des répliques, c'est une encyclopédie. Et des répliques, hein, c'est vraiment un passionné des répliques. Et il est, tu vois, par exemple, à l'époque, il était sur France Airsoft à fond, il contribuait, il accompagnait beaucoup de débutants pour acheter la bonne réplique. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose à la communauté. Et même s'il ne pratique pas avec une réplique sur un terrain, il a une pratique à lui, je dirais. Alors, c'est contestable cette définition, mais pour moi, c'est vraiment dans le fait qu'on a une pluralité et c'est une richesse. Et c'est pour ça que moi,
je tiens à avoir cette définition et à la défendre. Quelle est ta définition du fair play? Alors ma définition du fair play, en fait, c'est un petit peu plus que le out. c'est le truc du débutant, on va dire. Mais c'est un petit peu plus, c'est se poser la question, comment je voudrais que la personne à qui je suis confronté dans une partie se comporte. Et ramener ça à moi. C'est un petit peu la même idée, quoi. Alors effectivement, ça passe, je pense avoir été touché, bon, je me déclare out dans le doute, mais c'est un peu plus que ça, c'est, je me suis fait toucher, je faisais une super progression, ça faisait un quart d'heure que j'étais en train de ramper, tout ça, je me suis pris une bille, je suis dégoûté. C'est normal que je sois dégoûté, bien sûr, je me suis investi, c'est normal, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller enguirlander celui qui m'a tiré dessus. Lui, peut-être que ça faisait un quart d'heure aussi qu'il est en train de me viser, et du coup, c'était peut-être aussi une belle action, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, c'est la règle du jeu. Donc, au lieu d'être vénère, et même si je prends mon out, enfin, je prends ma touche, et ben c'est... bah oui, tu m'as mis out, bah écoute, je ferai plus attention la prochaine fois, plus en tirer grandi qu'autre chose, quoi. Le principe du fair play, pour moi, c'est... il y a play dedans, il y a le jeu, le fait de jeu, on a envie de s'amuser. Et donc, si c'est au final pour, bah oui, d'accord, ok, je suis out ou je suis pas out, mais bah j'ai pourri l'ambiance, ça sert à rien, quoi. Tu vois, j'ai une association avec qui j'aime bien jouer. Ils ont mis en place quelque chose que je trouve génial. Dès qu'il y a un conflit sur le terrain... en général sur une touche, mais pas que, hein, ils règlent ça avec un duel. Et un duel à l'ancienne avec des répliques d'Airsoft. Et alors ça, c'est excellent. C'est vraiment, alors, au début on trouve ça débile, et puis en fait, les joueurs qui font ça s'éclatent, au final ils se réconcilient vraiment. Alors tu les vois qui sont comme ça dos à dos, un pas, deux pas, trois pas, qui se retournent, qui essayent de tirer dessus. Alors, au début ça part en truc sérieux, après... il y en a un qui essaye de sauter pour éviter la bille, alors l'autre il sort le lance-grenade, enfin c'est des machins, et ça paraît stupide, mais et au final c'est tout le monde qui finit en éclat de rire, quoi. Ça pour moi c'est du fair play, c'est on a le comportement des joueurs et aussi les organisateurs qui sont aussi là pour faire en sorte de désarmer des fois les conflits et de faire en sorte de rester dans la bonne ambiance. On est là pour passer un bon moment, et c'est vraiment ça pour moi à garder à l'esprit. On arrive à la dernière. As-tu un message à passer ou quelque chose à rajouter? Alors je pense que ça se comprend un petit peu dans mes réponses, mais ce que j'aurais rajouté, c'est on a une pratique, pour beaucoup c'est une passion. Il faut voir que cette passion, elle tient pas toujours à grand chose. J'en parlais, notamment l'engagement bénévole. C'est important de le comprendre et de faire en sorte justement de pouvoir soutenir cette passion, que ça soit en intégrant des associations, en donnant un coup de main ponctuel à une association, en rejoignant la FFA, en prenant sa cotisation dans une association, en prenant sa licence à la FFA, en se posant la question, est-ce que j'aime suffisamment cette passion pour faire en sorte qu'elle perdure? Et si oui, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette passion à continuer, à perdurer et à se développer, à être reconnue? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est une aide bénévole? Est-ce que c'est peut-être une aide financière auprès d'une association? Est-ce que c'est tout bête, mais bah j'ai un terrain, je m'en sers pas, il est en friche, bah, je pourrais peut-être, même si au final mon association, j'ai arrêté de faire de l'airsoft, ouais mais il y a une association, j'en ai entendu parler, peut-être qu'ils cherchent un terrain, peut-être que ça les aiderait, je peux peut-être les accueillir, et puis de temps en temps j'irai tirer de la bille un petit peu avec eux. Choses comme ça, c'est chacun à son niveau, se poser, prendre le temps de se dire qu'est-ce que je pourrais apporter à ce loisir, et puis être un peu plus dans l'ouverture, dans le côté positif, en se disant bah après tout, il n'y a pas besoin juste de critiquer pour critiquer, quoi. On peut peut-être juste garder le bon, et c'est comme ça que ça avancera, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi.